justice et cybersécurité. Où en sommes-nous? Et pour en parler, eh bien, qui d'autre que Myriam Quémener. Bonjour Myriam. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes magistrate honoraire à la Cour d'appel de Paris. Vous êtes co-auteur d'un nouveau ouvrage qui s'appelle Hackers, éthique et cybersécurité, que je montre à l'écran. Opportunités et défis, publié chez LGDJ. Nos membres de l'Agora des DSI, l'Agora des RSSI auront le plaisir de le recevoir lors de leur rendez-vous club. Alors on va parler de votre parcours, de la justice et de la cybersécurité, puis fatalement aussi des hackers éthiques et de leur place aujourd'hui entre la cybersécurité, la justice, comment ils s'inscrivent dans le parcours de cette justice. Tout de suite, comme à l'accoutumée, je vous propose de rester avec nous pour retrouver la minute légale. Anne-Sophie Poggi, bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être resté avec nous pour cette minute légale qui est désormais une coutume au sein de l'Agora des DSI. Vous êtes partenaire de l'Agora des DSI. Vous venez partager avec nous une actualité légale. Évidemment, la cybermenace. Donc l'ANSSI a publié son panorama de la cybermenace début 2024, qui est un document très riche en enseignements que j'invite tous les membres du club à consulter. Ce panorama revient sur les moyens mis en œuvre par les attaquants et les vulnérabilités exploitées. L'année a été particulièrement marquée par ces vulnérabilités affectant les équipements de sécurité situés en bordure des SI et par des attaques visant la supply chain. En juin 2024, une enquête menée par l'ANSSI auprès des membres du CLUSIF a révélé qu'une attaque coûte en moyenne entre 5 et 10% du chiffre d'affaires d'une organisation. Ces coûts se répartissent entre perte d'exploitation, frais de prestations externes pour l'accompagnement et la remise en état et atteinte à la e-réputation. Le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, qui a été adopté au Sénat le 12 mars dernier, est désormais examiné en commission de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi vise à transposer les directives REC, NIS 2, qu'on connaît bien maintenant, et DORA. La directive REC actualise les dispositifs de sécurité des activités vitales, tandis que la directive DORA concerne les secteurs financiers, bancaires et assurantiels. Pour rappel, NIS 2 a pour objectif de renforcer la cybersécurité d'environ 15 000 entités essentielles et 1 500 collectivités territoriales. Les critères d'application comprennent des critères sectoriels et de taille. Parmi les secteurs visés, les fournisseurs d'infrastructures numériques et de services d'information et de communication. En termes de taille, les acteurs de moins de 50 salariés réalisant moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ne sont pas concernés. Enfin, les organismes déjà sujets à une réglementation sectorielle équivalente ne sont pas non plus concernés. Donc il appartient à chaque organisme, privé ou public, de vérifier s'il est concerné par NIS 2 et, le cas échéant, de se déclarer auprès de l'ANSSI. Pour faciliter cette démarche, l'ANSSI a ouvert une page dédiée qui s'appelle monespace-nis2.cyber.gouv.fr, comprenant un test en ligne pour déterminer si l'entité est régulée ou pas par NIS 2. Ce test n'a pas de valeur juridique, mais il est très aidant. Si l'entité est régulée, les incidents devront être déclarés à l'ANSSI. Le projet de loi définit un incident comme un événement compromettant la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité des données. Vincent Strubel, directeur de l'ANSSI, a annoncé une période de mise en conformité de 3 ans, pendant laquelle il conviendra de justifier d'investissements en cybersécurité. Après cette période, les amendes vont tomber et on sera un peu proche de ce que l'on connaît au niveau du RGPD, c'est-à-dire des amendes pouvant atteindre 10 millions d'euros et 2% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc les prochaines étapes, l'adoption de la loi définitive, les décrets d'application, la publication du référentiel ANSSI, et après, c'est à vous de jouer. Et ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Anne-Sophie d'avoir partagé avec nous cette minute légale. Et je vous propose de rester avec nous tout de suite pour la grande interview.
Myriam Quémener, merci d'être restée avec nous. Je le disais, vous êtes magistrate honoraire à la Cour d'appel de Paris, spécialiste des questions de justice et de cybersécurité. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler un petit peu votre parcours? Souvent, on oppose les parcours sur la justice et la cybersécurité. Parcours de droit, parfois, sont souvent assez éloignés. Et c'est là où votre parcours prend tout son sens et est passionnant. Bien, merci Julien. En fait, donc, je suis magistrat judiciaire et lors d'une expérience à la direction des affaires criminelles et des grâces, j'ai eu en charge des différents contentieux et notamment au départ c'était Internet. Et j'ai pensé que ça allait vraiment intéresser les délinquants. Puisqu'il n'y a pas de confrontation auteur-victime, on peut commettre des cyberattaques à l'autre bout du monde dont les effets vont se faire sentir, par exemple en France. Et effectivement, au fil des années, l'actualité m'a donné raison. Donc, effectivement, la cybercriminalité et la cybersécurité est réglementée par différents droits. Moi, à la base, moi, je suis pénaliste, mais en fait, je me suis intéressée aussi bien au RGPD, aux différentes évolutions, pour être un peu prise au sérieux au niveau de la justice. J'ai même soutenu une thèse sur la criminalité économique et financière à l'ère numérique, un peu pour me diversifier. Et c'est pour ça que après j'ai fait des articles, des conférences, et après j'ai vu et j'ai traité d'ailleurs un certain nombre d'affaires liées à la cybercriminalité. Alors on va parler forcément des problématiques, des questions financières, parce qu'on va voir que finalement la cybercriminalité elle est liée finalement au crime financier, mais on y reviendra. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est organisée la justice en matière de cybersécurité? Est-ce que finalement c'est les mêmes chambres que pour les autres crimes ou délits? Comment tout cela est organisé? Alors déjà, au niveau justice, on parle de cybercriminalité plutôt, puisque la cybersécurité, c'est aussi la prévention des risques numériques et ça inclut les infractions liées à la cybercriminalité. Donc progressivement, la justice s'est adaptée. Donc il y a le parquet G3, qu'on appelle G3, c'est une section du parquet de Paris, et donc qui a une compétence concurrente aux autres juridictions. Il y a les juridictions interrégionales spécialisées, il y en a 8 sur le plan national, qui traitent les affaires qui nécessitent des investigations, des affaires complexes, des investigations y compris à l'étranger. Et alors ça, c'était en 2014. En 2004, 2014 et en 2019, compte tenu de l'ampleur qu'a pris les affaires de cybercriminalité, a été créé ce qu'on appelle la JUNALCO. C'est toujours des termes un petit peu difficiles à intégrer. En fait, c'est une super GIRS, c'est une juridiction nationale en matière de criminalité organisée. Donc, en fait, ces juridictions traitent les affaires du parquet jusqu'au jugement. Il y a une chambre spécialisée à Paris, la 13e chambre, qui a les affaires de cybercriminalité, enfin, d'atteinte au système, etc. Et actuellement, il y a un projet de parquet national en matière de criminalité organisée. Et donc, il y a un débat sur justement les compétences, les contentieux que pourrait appréhender ce parquet, mais ce sera aussi une juridiction. Et je viens d'ailleurs de faire un article, je milite pour que les affaires de cybercriminalité du haut du spectre soient intégrées dans ce parquet à compétence nationale et en matière de criminalité organisée, puisque comme vous l'avez dit, la cybercriminalité est une délinquance financière, mais de plus en plus, c'est aussi une délinquance, c'est une criminalité organisée. Oui. Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'à terme, je fais déjà la question finale, mais dans le long terme, est-ce que la cyber s'impliquant dans tous les crimes et délits, finalement, sera traitée de façon régulière, comme peuvent être traitées toutes les autres affaires, ou est-ce que finalement c'est le temps d'avoir une transformation? Vous savez, c'est comme dans les entreprises, où on a mis du temps à se transformer, et aujourd'hui, une direction financière, une direction marketing inclut par nature le digital. Oui, alors effectivement, la dimension numérique se diffuse dans tous les contentieux.
Ceci dit, pour des affaires de criminalité organisée à dimension internationale complexe, il faut quand même avoir des magistrats spécialisés. Et c'est le cas, enfin de plus en plus, il y a des formations continues, communes avec les avocats. Il faut se tenir au courant, notamment des modes opératoires qui évoluent sans cesse. Les innovations numériques intéressent les délinquants et s'y engouffrent. C'est le cas actuellement avec l'IA. Il faut s'informer, ou des mécanismes comme la blockchain, les cryptoactifs, c'est quand même des mécanismes un peu techniques qu'il faut appréhender. Quelles sont les grandes typologies de crimes ou délits qui vont apparaître avec ces sujets de cybermenaces, si on doit faire un panorama un petit peu? Alors, il y a les infractions essentiellement. Le moteur, c'est l'appât du gain, donc beaucoup de fraudes, d'arnaques en tout genre. Ça, c'est vraiment une partie assez importante, d'escroquerie, d'abus de confiance, parce qu'il peut y avoir des affaires de cyber au sein des entreprises. Par exemple, un salarié ou un ancien salarié qui va utiliser des supports numériques que l'employeur met à sa disposition à des fins détournées. Il y a l'usurpation d'identité, alors ça c'est un véritable aussi fléau, avec les rançongiciels qui permettent de récupérer des données. Il y a beaucoup de fuites des données, ça c'est extrêmement courant. Donc c'est la plupart de ces infractions, des fraudes massives, des fuites de données. Et puis il y a une autre catégorie, c'est des infractions qui visent la personne. Je pense à l'explosion, j'ai vu les derniers chiffres de cybermalveillance.gouv.fr, c'est l'explosion de cyberharcèlement dans le monde de l'entreprise, plus 500% en un an. Voilà, donc ça c'est vraiment avec les deepfakes, la manipulation aussi que permet l'IA à des fins détournées, parce qu'il y a des aspects positifs de l'IA, et ça développe justement un risque pour les individus aussi. Quels sont on parlait de criminalité financière. Est-ce qu'aujourd'hui, toute la criminalité financière, j'allais dire, a fait sa transformation digitale, si je puis dire? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les affaires financières vont être concernées par la cybercriminalité? Les affaires d'envergure, de plus en plus, oui. Par exemple, il y avait les fraudes à la taxe carbone, bien connues. Ça donnait lieu à des interpellations, beaucoup de procédures. Et maintenant, notamment avec le recours aux cryptoactifs, il y a beaucoup d'affaires de fraude financière énorme effectivement, il y a une adaptation au digital de la part de la grande criminalité financière. Est-ce que vous avez une idée, en tout cas partagée, du nombre d'affaires qui sont jugées, si on doit donner une échelle par an sur la cybercriminalité? Alors justement, il y a des travaux pour adapter au niveau statistique, parce que souvent vous avez une affaire de cybercriminalité, mais qui va être réprimée par l'association de malfaiteurs, l'escroquerie en bande organisée, et en fait les infractions strictement informatiques traduisent le mode opératoire qui permettent, ou le blanchiment aussi, blanchiment en bande organisée. Donc il y a beaucoup d'affaires, mais en termes de chiffres... En termes de volume, c'est compliqué à dire. Une autre question, et ça revient souvent quand on parle de cybercriminalité, les cybercriminels sont souvent basés très loin de l'endroit où on se trouve, en tout cas la victime se trouve. Et quand on discute de manière informelle, on se dit, bon, de toute façon, on ne les trouvera jamais, ils ne seront jamais jugés. On a l'impression parfois que c'est un petit peu peine perdue. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous qui viennent nous dire, non, on les trouve, on les juge. Donc, est-ce que finalement, cet aperçu-là est faux? Est-ce qu'il est à moitié vrai? Comment ça se passe dans la réalité? Alors, il y a une évolution. C'est vrai que pendant longtemps, c'était, on ne va pas déposer plainte, c'est compliqué, on va pas... Ou juste pour des questions d'assurance, bon, voilà, on ne se dit pas que... Oui, c'est ça. D'ailleurs, maintenant... justement, les conséquences des atteintes au système peuvent être assurées, et non pas le paiement des rançons. Il y a une modification du texte. Donc, il y a un article du Code des assurances qui permet de prendre en charge à la condition de déposer plainte dans les 72 heures. Et il y a quand même une évolution. D'ailleurs, les entreprises maintenant osent déposer plainte, les particuliers aussi. Il y a une grosse évolution parce que ça permet, alors si on ne remonte pas jusqu'aux auteurs, parfois on peut justement interpeller des intermédiaires
Ou alors, ça permet pour les services de police et de gendarmerie et douane de faire des recoupements sur les modes opératoires et regrouper aussi des procédures. Donc, moi, j'incite vraiment les personnes à déposer plainte. En plus, il y a maintenant la possibilité de déposer plainte en ligne. Bien sûr. Il y a des facilités qui, justement, favorisent les dépôts de plainte. Comment, si on doit redonner un petit peu une idée de la chaîne de valeur, vous avez parlé de la douane, des services de douane, comment collaborent et cohabitent la police, la gendarmerie, la douane, pour arriver finalement au bout avec la justice, et comment vous travaillez avec eux? En fait, je dirais, entre guillemets, c'est nos fournisseurs. Hein. Les services de police, gendarmerie et douane élaborent des procédures qui arrivent au parquet après. Et donc le procureur, enfin l'équipe autour du procureur, qui est un peu le chef d'orchestre de ces procédures, va décider des orientations. Est-ce qu'il faut encore des investigations? Est-ce qu'on peut faire une citation directe? Ou si on a un auteur sous la main, comparution immédiate? Mais souvent, il y a quand même des investigations. Donc, on a des relations étroites avec ces services, police, gendarmerie. Alors, suivant, il y a des spécialités. Par exemple, je parlais des douanes. Ils développent justement des investigations en matière de cryptoactifs, lutte contre la contrefaçon. On peut dire cybercontrefaçon. Les douanes viennent de rendre des éléments chiffrés où là aussi il y a une explosion du phénomène avec l'envoi de contrefaçon dans des petits paquets pour que ça passe inaperçu. Donc c'est tout à fait essentiel de connaître les services, d'échanger avec eux et puis après mettre en place par exemple des stratégies procédurales. Donc, on a d'excellentes relations avec ces services. On va parler des hackers éthiques, on va parler aussi de la relation entre les différentes agences, à la fois européennes et internationales. Ouais. Je vous propose de faire une petite pause, de rester avec nous et de passer tout de suite à la Minute Benchmark. Merci d'être avec nous pour cette Minute Benchmark. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Kwanza, partenaire de l'Agora des DSI, de l'Agora des RSSI. Quel est le chiffre que vous allez partager aujourd'hui pour cette Minute Benchmark? Bonsoir Julien, bonsoir madame. 90%. 90% des décideurs informatiques prévoient une augmentation de leur budget sur l'année 2025. Or, c'est un trompe-l'œil. En réalité, ces budgets sont absorbés par ce qu'on va appeler une tendance inflationniste. Comprendre qu'à peu près 40% des répondants estiment que l'augmentation budgétaire sur l'année 2025 sera inférieure à 5%. Et un autre 40% le situe entre 5 et 10% seulement. Donc en fait, les budgets vont véritablement être mangés par deux effets qui sont, le premier, c'est les effets inflationnistes. En effet, on se retrouve face à une véritable augmentation des coûts logiciels qui sont dus à la hausse des tarifs fournisseurs. Et puis il y a d'autres effets d'augmentation qui sont liés notamment aux coûts de cybersécurité qui augmentent bien sûr et qui sont bien normaux. Il y a bien une véritable menace. Et puis il y a les coûts du cloud qui augmentent également. Deuxièmement, les DSI sont soumis face à un effet qu'on appelle, qui est classique chez les managers, qui est celui des injonctions contradictoires. Car en effet, on a une hausse des budgets IA, par exemple, notamment dans la formation des utilisateurs, mais dans le même temps, très peu d'investissements, en tout cas suffisamment d'investissements sont réalisés pour assurer la qualité de la donnée, pour assurer effectivement que la donnée soit exploitable correctement par l'IA au sein des directions de systèmes d'information. Première injonction contradictoire. Deuxième, on voit bien que la digitalisation continue, évidemment, parce que les usages se diversifient dans ce sens-là, mais en même temps, encore une fois, peu d'investissements sont consacrés à la résorption de la dette technique. Dans ce cadre-là, donc, les DSI sont face finalement à une année budgétaire 2025 qui finalement sera très difficile, créatrice de véritables frustrations parce que les besoins d'innovation demeurent. En même temps, on voit bien que les contraintes budgétaires finalement sont très importantes, liées effectivement à un ralentissement de l'activité économique, on le voit bien, et en même temps à des effets inflationnistes qui rendent difficile la modernisation du SI, en tout cas autant qu'elle le serait souhaitée. Donc, en conclusion, que faire par rapport à cela? Il y a bien effectivement un enjeu déjà de partage et de transparence et de vulgarisation, de pédagogie des choix d'arbitrage qui sont faits avec les métiers et directions générales, parce que ce sont des choix difficiles qu'il faut partager avec ses pairs. Et deuxièmement, il faut effectivement mettre du contrôle budgétaire aujourd'hui à tous les niveaux, voire même avoir une véritable culture du contrôle budgétaire au sein des DSI. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Albrecht, pour cette Minute Benchmark.
Merci d'être resté avec nous pour la suite de cette grande interview avec Myriam Quémener. Alors, je le disais, avant de parler des hackers éthiques, on va parler aussi des relations entre à la fois sur le plan européen et sur le plan international. Là aussi, il y a eu de grosses améliorations ces dernières années qui permettent justement d'aller traduire en justice les auteurs des cybercrimes. Effectivement, tout à l'heure, je parlais des opérations internationales et il y a souvent des investigations qu'on doit faire dans plusieurs pays. Et de plus en plus, ces opérations portent leurs fruits grâce à Europol, Interpol, Eurojust. Et on a vu les évolutions très favorables au fil des années. Je pense à des affaires qui aboutissent en France, mais qui ont eu des développements à l'étranger. Et par exemple, je pense à une affaire que j'ai eue où le FBI nous a transmis des éléments qui nous confortaient, enfin, qui ressemblaient à une affaire pour laquelle des poursuites étaient engagées en France. Donc c'est tout à fait essentiel. Il y a des réunions préparatoires avec Eurojust, par exemple, pour organiser des interpellations simultanées dans X pays. Donc ça se fait de plus en plus. Et sinon, bon, tout à l'heure, on parlait de l'ANSSI, mais il y a aussi l'ENISA. Donc il y a des contacts. C'est vrai que, par exemple, l'ANSSI va ce qui intervient en première ligne, les experts suite à une cyberattaque de l'ANSSI interviennent et transmettent aussi des éléments, même si l'ANSSI n'a pas de compétences judiciaires, mais il y a une circulation d'informations qui s'est vraiment améliorée au fil des années. Malgré tout, et c'est pas pour être pessimiste, mais il y a encore des pays aujourd'hui où les auteurs sont à l'abri. Ils se comptent sur plus qu'une main. Alors effectivement, on a donc la Convention de Budapest, la Convention de cybercriminalité du Conseil de l'Europe, qui ne vise pas que l'Europe d'ailleurs. Hein. Il y a plusieurs pays, de plus en plus de pays signataires. Il y a aussi des accords bilatéraux, mais c'est vrai qu'on dépend aussi de la situation géopolitique. La coopération bilatérale, elle peut être fragile. Hein. Parfois, ça marche très bien, et puis il suffit qu'il y ait un conflit armé, on n'a plus de nouvelles du pays. Donc c'est un souci, un obstacle à la lutte contre la cybercriminalité. Est-ce que finalement un contexte géopolitique comme celui dans lequel nous sommes en 2025, 2024, 2025 peut nuire ou nuit justement à ces relations qui sont déjà établies? Je ne parle pas des relations qui ne sont pas encore établies, mais en tout cas ces relations établies, est-ce qu'aujourd'hui tout cela s'est un petit peu dégradé? Est-ce qu'on a un petit peu rétro-pédalé par rapport à ça? Disons que ça peut freiner effectivement des investigations. Je pense à des pays, bon, il y a plusieurs pays où il y a des compétences en matière de cybercriminalité. Hein. Je pense aux pays de l'Est, la Russie ou même des pays d'Amérique du Sud. C'est vrai que bon, suite au conflit russo-ukrainien, c'est quand même un frein à des investigations qui étaient en cours. Hein. Voilà. Vous parliez aussi des plateformes, pardon, en préparant cette interview. Vous disiez que les plateformes avaient un rôle important et avaient vraiment accéléré aussi cette coopération. Oui, alors les plateformes, c'est vrai que pendant longtemps, elles étaient quand même à l'abri. Bon, elles n'étaient pas responsables des contenus. Ouais. On voit bien que les évolutions des législations européennes font que maintenant, elles sont soumises à des obligations à partir du moment où elles ont des activités économiques en Europe. Donc les choses sont en train de changer. D'ailleurs, il y a au sein de ces plateformes, il y a des services dédiés pour répondre aux réquisitions judiciaires. Donc il y a une évolution très favorable. Et puis il y a aussi la législation hein, récemment, depuis 2023, il y a deux nouvelles infractions qui permettent de retenir la responsabilité. Enfin, c'est par exemple délit d'administration permettant, enfin des plateformes qui c'est pour réprimer en quelque sorte la complicité, hein, c'est-à-dire administration de plateformes permettant la diffusion d'objets illicites, par exemple. Donc pour l'instant, on n'a pas assez de recul. Il y a quelques affaires en cours qui ont été lancées, y compris l'affaire Telegram, hein, où ce nouveau délit a été retenu. Les hackers éthiques et la cybersécurité. Alors, c'est l'objet de votre nouvel ouvrage dont vous êtes co-auteur. D'abord, vous faites la différence entre lanceur d'alerte et hacker éthique. Est-ce que vous pouvez
peut-être bien redéfinir ces deux notions. Oui, alors effectivement, je me suis intéressée à ce personnage un peu méconnu. Hein. C'est vrai que la frontière, parfois on peut dire que le terme d'ailleurs de celui qui attaque, c'est plutôt cracker qu'hacker, mais c'est un peu ambigu. Donc on s'est intéressé à ce personnage. Et lanceur d'alerte, en fait, il y a une réglementation depuis 2016. Et souvent, quand on parle d'hacker éthique, on parle de lanceur d'alerte de sécurité. C'est un terme employé d'ailleurs par l'ANSSI dans l'un de ses précédents rapports, mais cette notion n'est pas encore clairement définie concernant la cybersécurité. J'ai vu que le dernier rapport de l'ANSSI, le terme est encore à évoluer, et c'est signalant de vulnérabilité. Voilà, c'est le... Et en fait, il y a une procédure, c'est-à-dire que c'est le Code de la défense qui prévoit, l'article 1231-1, je crois, du Code de la défense qui permet à une personne de signaler directement à l'ANSSI, ce qui fait qu'il sera à l'abri de poursuites. Hein. Parce que c'est vrai que parfois, un hacker qui va rentrer dans le système d'information d'une entreprise, l'entreprise peut se retourner contre lui. Donc il y a une espèce d'ambiguïté, ce qui fait qu'on s'est intéressé à ce personnage et après on a vu comment sécuriser à la fois l'entreprise et le hacker. Hein, et je pense qu'un cadre contractuel apparaît adapté. Alors, qui sont justement, si on doit faire un petit peu un persona de ces hackers éthiques, est-ce que c'est des anciens hackers non éthiques? Peut-être pas tous, peut-être pas toutes. Quel est un peu Alors, il y a plusieurs. En fait, c'est des spécialistes, c'est des informaticiens, hein, c'est des chercheurs en informatique hein, qui ont démontré certaines compétences. Et donc, au sein de ce terme, il y a plusieurs personnages. Il y a ceux qui vont travailler dans le cadre de plateformes, des bug bounty, justement, où ils sont recrutés en fonction de la réputation qu'ils ont. S'ils ont trouvé des failles pertinentes. Donc, c'est des plateformes qui regroupent des hackers qui travaillent dans le cadre de, justement, cette structure. Il y a aussi donc des hackers qui créent leur entreprise, hein, qui sont soit auto-entrepreneurs. Il y a aussi pas mal de salariés. Qui travaillent pour le compte d'entreprise. Il y a même, on a mené une enquête pour réaliser cet ouvrage. On a adressé un questionnaire à plein de hackers et de plateformes de bug bounty. Et j'ai aussi interrogé, par exemple, des experts judiciaires en informatique. Et certains, ils ont une bonne réputation. Enfin, c'est des experts en informatique auprès de cours d'appel, voire la Cour de cassation. Et certains ont recruté, dans le cadre d'un contrat, ils sont salariés, ils ont recruté des jeunes hackers éthiques. Donc il y a toute une palette et faut essayer de effectivement se renseigner sur la réputation, les compétences et rien ne vaut un contrat pour sécuriser les relations entreprises et hackers. Et ce contrat justement peut tout prévoir parce que quand on fait un appel à un hacker finalement on ne sait pas si le lendemain il ne peut pas retourner sa veste. Il y a aussi ce risque-là. Comment vous travaillez et notamment au niveau de la justice où là, vous n'avez pas le droit à l'erreur, si je puis dire. Comment vous travaillez avec eux? Alors, au niveau justice, jusqu'à présent, c'est plutôt, par exemple, on va faire une expertise. On a des éléments qui ont été établis dans le cadre de l'enquête. Et par contre, si c'est une affaire d'envergure et qui risque d'être contestée, on va désigner un expert qui peut avoir recours à un hacker éthique, mais on ne le saura pas forcément. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des cas d'usage concrets, sans citer bien entendu d'affaires ou de noms, ce n'est pas le sujet, mais des cas d'usage concrets où des hackers éthiques ont été utiles et ont véritablement permis d'aboutir Alors, c'est dans le cas d'expertise, hein, mais sinon, j'ai eu des cas, par contre, à l'audience, où des personnes se prétendant hackers éthiques, en fait, étaient poursuivies pour des infractions d'atteinte au système de traitement automatisé de données. Et c'était, dans ce cas-là, un argument de défense en disant je suis éthique, je travaille pour l'ANSSI, pour l'Élysée, voilà. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont plutôt infiltrés, qui finalement, par ailleurs, le soir,
ont d'autres activités parallèles. Voilà, voilà. Et donc, c'est un argument qu'ils vont développer à l'audience pour tenter d'échapper aux poursuites. C'est l'intention frauduleuse qu'il faut déterminer, qu'il faut caractériser, parce que je sais qu'il y a eu une affaire, d'ailleurs, au moment de la sortie de cet ouvrage, il y avait un hacker qui faisait l'objet de poursuites, c'était très médiatisé, il avait sorti un ouvrage, il avait bien préparé sa défense. Enfin, l'affaire, je pense qu'il a dû faire appel. Mais donc, il faut démontrer l'intention frauduleuse. C'est ça qui va faire basculer, qui va caractériser ou non l'infraction d'atteinte au système. Quelle est, pour conclure cette interview, quelle est votre vision du rôle de la justice au sein de la cybermenace? Est-ce que, à votre avis, pour en revenir un petit peu au début de notre interview, vous pensez que finalement la cybersécurité va inonder, si je puis dire, les métiers de la justice, ou est-ce qu'il faudra toujours être, et peut-être encore plus demain, spécialiste du secteur pour pouvoir aller au bout des affaires et des différents jugements? Je pense qu'il faut au moins savoir où chercher et quand même s'informer sur les modes opératoires, etc. Évidemment, même en tant que pénaliste, je suis très intéressée par toutes les actions de prévention, d'anticipation des risques, mais c'est vrai qu'il faut, je pense que la justice a toute sa place aussi dans l'ensemble de cet écosystème. On parle de plus en plus d'écosystème. Les délinquants aussi suivent l'actualité judiciaire, donc en matière pénale, on dit c'est en fait le bâton. Donc il faut mener à bien des procédures, et c'est ce qu'on fait de plus en plus. Mais je pense qu'à l'avenir, il y aura des évolutions. Bon, il y a une atténuation des frontières entre les droits. Or, on reste encore un peu cloisonné. Il y a les contentieux plus ou moins nobles, économiques et financiers, les stupes, les mineurs. Je crois que tout c'est en train... Il y a le terrorisme aussi. Par exemple, des affaires de contrefaçon permettent d'alimenter aussi du business pour le terrorisme. Donc, je pense que le numérique va tôt ou tard aussi avoir une incidence sur l'organisation de la justice, l'organisation des tribunaux, puisque il faut... D'ailleurs, ça se développe. Il y a des référents au niveau des parquets, il y a des cyber-référents. Généralement, il y en a un au moins par cour d'appel et dans chaque juridiction. Je crois que tout le monde a sa place, y compris le hacker éthique d'ailleurs. Oui. C'est... Voilà. Pour finir, et ce coup-ci ce sera fini, est-ce que vous pensez qu'on va suffisamment loin aujourd'hui dans la coopération sur le plan international? Est-ce qu'on va suffisamment loin? Première question. Et deuxième question, est-ce que on communique davantage, assez, en tout cas, vis-à-vis des entreprises? On échangera un petit peu plus tard avec des gens qui ont les mains dedans, si je puis dire. Mais est-ce qu'il y a assez de communication par rapport à ça? Je pense qu'au niveau des entreprises, on peut améliorer les échanges. C'est vrai que moi, à la base, moi, j'avais fait une école de commerce, donc le monde de l'entreprise me parle. Et en fait, le numérique m'a ramené justement vers l'entreprise, vers le monde des affaires, aussi tout ce qui est le monde économique et financier. Mais je pense qu'il faut mieux faire connaître nos actions. Donc je pense que souvent, évidemment, la justice est un peu noyée dans le quotidien, mais je pense qu'il faut davantage communiquer. C'est évident. Mais il faut garder l'espoir, justement, mais il faut un peu plus de temps. Mais un peu plus de temps et un peu plus de communication. Voilà. Merci beaucoup, Myriam Kemener. Merci beaucoup, Julien. Vous êtes magistrate honoraire à la Cour d'appel de Paris, co-auteur, aux côtés d'Amélie Koch, de Hacker, éthique et cybersécurité, opportunités et défis. Merci d'avoir fait le point avec nous. Après quelques années, on vous avait reçu au tout début de l'Agora des RSSI sur le thème de la justice et de la cybersécurité. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous club de l'Agora des DSI et de l'Agora des RSSI. À bientôt. Au revoir.